Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à vos questions, donc aux questions que vous avez posées dans les commentaires de certaines vidéos ou même parfois en privé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier vraiment beaucoup pour les commentaires que vous laissez sous mes vidéos depuis déjà 4 ans quand même. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire, de lire vos partages d'expérience aussi, ou même vos encouragements. Et en l'occurrence, les questions aussi, eh bien, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et alors si en entendant les questions d'aujourd'hui, il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez évidemment les laisser en commentaire de cette vidéo pour que j'y réponde une prochaine fois. Et alors une dernière chose, c'est que si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, vous pouvez me contacter par rapport à ça via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo et peut-être aussi à l'écran. Et donc on va tout de suite commencer d'abord avec une question qui m'a été posée en privé et qui concernait les transits. Donc je vais lire spécifiquement la question qui concernait les nœuds lunaires. Alors c'était si les nœuds lunaires changent de signe à peu près tous les 2 ans, est-ce qu'ils ont un impact différent sur notre vie à chaque fois? Et cette personne avait précisé en disant au final, est-ce que c'est plus nos nœuds lunaires de naissance qui comptent ou est-ce que c'est plutôt les transits? Et donc cette question, je la trouve très intéressante, notamment peut-être pour débuter concernant les transits, pour bien comprendre la différence avec le thème de naissance. Donc en général, même dans 95% des cas sur ma chaîne, je parle de l'astrologie natale, donc de ce qu'on trouve dans le thème astral de naissance, mais il y a aussi ce qui s'appelle les transits, et le meilleur exemple que je peux donner, parce que c'est le plus connu, c'est les transits de la Lune. Donc quand on dit qu'il y a la pleine Lune en Cancer, ça veut dire que à cette date-là, la Lune est dans le signe du Cancer. Et donc pour prendre un exemple plus simple d'abord que les nœuds lunaires, si vous avez le Soleil dans le signe du Taureau et que vous regardez cette vidéo au moment où je la sortirai, donc dans le courant du mois de janvier, plutôt au début, eh bien ça signifie que le Soleil à ce moment-là sera dans le signe du Capricorne, donc c'est le transit du Soleil à cet instant-là, mais vous avez toujours natalement le Soleil en Taureau, et donc en fait il y a un mélange, si vous voulez, de l'énergie astrologique du moment et de l'énergie astrologique qui correspond au moment précis de votre naissance. Et donc pour revenir à la question qui avait été posée au départ sur les nœuds lunaires, est-ce que puisqu'ils changent tous les 2 ans environ, est-ce qu'ils ont chaque fois un impact différent sur notre vie? Et la réponse est oui. Donc comme pour tous les transits astrologiques, chaque fois qu'il y a un mouvement planétaire, en fait, ça a un impact spécifique sur notre thème de naissance, parce qu'il y a des aspects, c'est-à-dire des relations qui vont se créer avec justement ces énergies qu'on a au départ, et ça a évidemment une signification. Et donc pour conclure, une autre façon d'expliquer ça, de représenter le principe des transits sur le thème natal en astrologie, on pourrait dire que à la naissance vous avez un ensemble d'énergies, je préfère dire ça comme ça, de caractéristiques disons qui vous correspondent, et en fonction du temps qui passe, en fonction du moment où on se trouve, il y a d'autres énergies qui viennent influencer les vôtres et qui se répondent d'une façon ou d'une autre. Et c'est là aussi qu'on voit que l'astrologie montre une évolution, et montre aussi que l'univers, l'existence n'est pas quelque chose de figé. Alors la deuxième question qui m'a été posée il y a un petit temps déjà sous une autre vidéo, c'est ce que signifie un carré entre la Lune et Pluton. Donc je vais d'abord expliquer comment se crée aussi la signification, et puis vous dire ce que selon moi ça peut indiquer. Donc si ça ne vous intéresse pas de savoir comment arriver à cette signification, eh bien vous pouvez passer cette partie-ci. Mais donc d'abord, qu'est-ce qu'un carré entre 2 planètes? Donc c'est une relation conflictuelle qui, d'un point de vue mathématique, indique un angle de 90 degrés entre 2 planètes dans le thème astral. Donc s'il y a Pluton dans le signe du Sagittaire par exemple à 15 degrés, et puis la Lune à 15 degrés dans le signe des Poissons ou dans le signe de la Vierge, eh bien ça crée un carré. Et alors on peut aussi considérer qu'il y a un carré quand l'angle est un peu moins précis,
Là, c'est une question d'orbe. Vous pouvez aller faire des recherches si ça vous intéresse vraiment beaucoup, mais j'en parlerai une autre fois quand je me concentrerai sur les aspects. Mais donc, si vous avez de nouveau Pluton en Sagittaire à 15 degrés et la Lune en Vierge à 19 degrés, c'est également un carré. Une façon plus simple de le voir aussi, c'est que dans la représentation du thème astral, le carré est représenté par une ligne rouge, et en fonction des sites que vous utilisez, personnellement j'utilise Astrothème, et bien si vous faites glisser la souris ou que vous touchez l'une des deux planètes concernées, vous verrez l'aspect, donc la relation qui restera affichée et qui sera même indiquée mot pour mot. Donc ça c'est pour le fait de pouvoir repérer ce qu'est un carré. Et alors ensuite, eh bien, pour voir ce que ça signifie d'avoir la Lune en carré avec Pluton, il faut comprendre ce que signifient ces deux planètes. Donc pour le dire simplement ici, la Lune ça représente notre être émotionnel, donc ce dont on a besoin pour se sentir bien émotionnellement parlant, et aussi la façon dont on réagit instinctivement, de nouveau plutôt sur le plan émotionnel. Et ensuite, Pluton, là par contre c'est une planète qu'on dit générationnelle, donc ça veut dire que c'est moins personnel que la Lune, et c'est une planète qui est très intense, qui représente justement quelque chose de psychologique et d'assez souffrant, d'assez profond. C'est la planète qui dirige le signe du Scorpion, si ça peut vous aider à comprendre ce qu'elle représente. Et donc effectivement avec Pluton, on voit quelque chose qui en général est du côté de la souffrance, certes, de quelque chose qui nous demande d'aller en profondeur dans certaines blessures, et où il y a aussi alors souvent les notions de pouvoir, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir, ou que justement une situation semble avoir, ou une personne semble avoir le pouvoir sur nous. Il y a donc aussi quelque chose qui est assez insécurisant avec Pluton, mais cette planète représente aussi la transformation, justement le fait de retrouver un certain pouvoir, ou de pouvoir libérer aussi certaines blessures qu'on a. Et donc, quand on a la Lune et Pluton en carré, eh bien, c'est une position qui peut indiquer qu'on passe par des périodes. Ça, c'est parce que la Lune notamment est impliquée et que c'est une planète qui fonctionne de façon cyclique, mais qu'on passe par des périodes où psychologiquement on est, disons, forcé, ou c'est quelque chose qui est vraiment très, très magnétique, très attirant, mais pas forcément d'une manière agréable, mais bon, qu'on est attiré vers justement les profondeurs de notre psychologie. Et en l'occurrence, ça peut se manifester par des situations où on fait face à un contexte ou à une relation qui vient toucher à des fonctionnements innés psychologiquement chez nous. En fait non, pas innés, ou en tout cas de mon point de vue pas innés, c'est plutôt des fonctionnements appris en fait, notamment en fonction du développement. Avec la Lune on voit beaucoup aussi le passé et comment on a pris soin de nous aussi, de notre bien-être émotionnel quand on était dépendant d'une autre personne. Et donc il y a des situations avec Pluton en carré à la Lune qui viennent justement toucher du doigt des blessures, souvent en lien avec justement le fait d'être, c'est un peu bizarre à dire, mais martyrisé concernant les émotions, dans le sens où la personne avec Pluton en carré à la Lune peut avoir l'impression que ses propres émotions sont extrêmement douloureuses, et que c'est comme si c'était une sorte de trou noir, pas vraiment, mais de tourbillon qui l'emmène vers quelque chose de souffrant et de sombre, et où elle ne pouvait pas vraiment s'empêcher d'aller regarder justement ce qui pose problème. Et donc en fait, évidemment, quelque chose qui peut être très difficile dans l'aspect de carré entre Pluton et la Lune, c'est justement de ne pas pouvoir s'empêcher d'aller dans ces profondeurs-là, mais donc d'une façon qui devient obsessionnelle, et où il y a presque une impression de torture en fait, de quelque chose qui dure et qui se répète, et où on descend, donc ça peut vraiment être très douloureux, très lourd, mais il y a aussi, je dirais, pas forcément cet avantage, mais cette possibilité avec Pluton d'avoir effectivement une tendance à aller dans le fond de ce qu'on ressent, mais justement pour pouvoir éclairer ces dimensions de notre être qui sont blessées, surtout notre être émotionnel comme je le disais, et par cette conscience de pouvoir aussi en être maître plutôt que d'être soumis justement à ces blessures,
Voilà, évidemment là ça entre dans des concepts de qu'est-ce que le fait de guérir ou de soigner certaines blessures, et cetera. Ça dépend évidemment des convictions de chacun. Et plus factuellement, on voit aussi souvent des personnes qui ont affaire à d'autres personnes dont elles s'attendaient qu'elles prennent soin d'elles au niveau émotionnel, et où finalement cette personne ou ces personnes manipulent la personne qui a ce carré entre Pluton et la Lune. Et où il y a par exemple du chantage affectif. Je pense que l'une des plus grandes difficultés peut-être au niveau intérieur de cet aspect, c'est le fait d'avoir peut-être l'impression qu'il y a tout le temps justement ce processus qui est en cours, et que donc il y a quelque chose de très drainant, d'extrêmement épuisant, et donc quelque chose qui de manière générale est aidant pour mieux vivre le côté challengeant. Je trouve que c'est de pouvoir vivre aussi avec des moments où on sait, où on sent qu'il y a quelque chose qui, disons, n'est pas réglé ou qui est encore souffrant, mais de quand même pouvoir avoir des moments où notre être émotionnel, donc notre lune en l'occurrence, est protégé, et où il y a quand même une notion de sécurité. Alors une autre question qui a été posée, c'est concernant la signification de Jupiter dans la maison 12 et aussi d'Uranus dans la maison 12. Donc j'ai fait récemment une vidéo sur cette maison astrologique où j'avais parlé presque de toutes les planètes, sauf de ces deux-là, et il y a plusieurs personnes qui avaient justement envie que j'en parle, donc ça va être le cas là maintenant. Évidemment, comme toujours, sans connaître bien sûr les détails de vos thèmes astro respectifs, les signes dans lesquels se situent ces planètes et ainsi de suite. Mais donc on va commencer avec Jupiter. Donc Jupiter dans la maison 12, eh bien c'est une position qui est très intuitive, c'est-à-dire qui fait vraiment sens, parce que Jupiter est associé au signe des Poissons traditionnellement, qui est lui-même associé à la maison 12. Et donc, avec Jupiter dans la maison 12, il y a vraiment une expansion de tous les thèmes qui sont associés à cette maison astrologique. Donc en général, ce sont des personnes qui vont rencontrer beaucoup d'expériences, qui vont ressentir beaucoup de richesse en lien avec leur imaginaire, en lien avec l'inconscient, le monde de l'invisible, ou avec leur spiritualité. Donc effectivement, ce sont des personnes qui peuvent vraiment spécifiquement avec Jupiter avoir certaines croyances qui influencent énormément leur inconscient. C'est-à-dire que ce que j'explique dans la vidéo de la maison 12, c'est que les planètes qui s'y trouvent ne sont pas toujours conscientes pour nous. Et donc si on est dans le cas de quelqu'un qui a Jupiter dans la maison 12 et qui a toujours cette partie qui est endormie, disons, qui est voilée, qui est inconsciente, ça peut être quelqu'un qui justement ne voit pas trop en quoi elle croit. Ça pourrait même être quelqu'un qui en fait d'une certaine façon se sent perdu dans un sens de l'existence, si on veut, mais je trouve qu'en général ça arrive quand même moins souvent avec Jupiter dans la maison 12. On tend plutôt de l'autre côté, donc quand cette planète est consciente, donc du côté où évidemment de manière ici assez caricaturale, mais ce sont des personnes qui peuvent avoir fortement tendance et envie d'ailleurs à se plonger dans des expériences où elles sentent qu'elles ne font plus qu'un avec l'univers, ou qu'elles ne font plus qu'un avec l'humanité, ou avec une certaine divinité en laquelle elles croiraient, et ainsi de suite. Des personnes qui peuvent apprécier d'en apprendre plus sur leur propre inconscient ou sur l'inconscient collectif, et en apprendre plus d'une façon qui tend à la sagesse, c'est-à-dire que c'est une soif d'apprendre en fait, qui n'est pas tant mercurienne, donc dans l'idée de vraiment comprendre intellectuellement, mais qui est effectivement, disons, jupitérienne, donc qui passe par quelque chose où il y a une volonté d'être libre par rapport à ça, de dépasser toutes les limites qu'on pourrait imaginer, et de trouver en fait toujours plus de sens avec un S majuscule dans ces expériences qui donc typiquement sont spirituelles, sont intuitives, sont imaginaires ou sont aussi ésotériques. Mais alors quelque chose qui est souvent important à mentionner pour Jupiter, c'est que même si c'est considéré comme l'une des planètes les plus bénéfiques dans le thème astral, il y a quand même toujours le risque, disons, d'aller trop loin, d'être dans l'excès avec cette planète. Et donc pour Jupiter dans la maison 12, c'est des personnes qui peuvent avoir peut-être tendance
à se perdre en fait dans leur imaginaire ou dans un monde qui n'est que spirituel. Alors évidemment, de nouveau, voilà, ça dépend des croyances de chacun, mais je trouve que quand on prend en compte évidemment l'astrologie, ce que représente aussi la maison opposée à la 12, la maison 6, qui concerne aussi le quotidien, des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques, terre à terre, disons, eh bien le fait de rester uniquement dans ces expériences transcendantes, ça peut faire que ces personnes ont du mal justement à s'ancrer dans la dimension de l'existence humaine qui est plutôt en lien avec le monde matériel. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est ce qui me semble le plus juste. Et donc maintenant, il nous reste Uranus dans la maison 12. Alors ce n'est pas exactement la même ambiance, donc quand on a cette planète générationnelle dans la maison 12, là je trouve qu'on voit quand même plus souvent justement le cas de figure où la personne a peut-être plus de difficultés à intégrer cette partie d'elle-même parce que c'est difficile de se l'approprier en fait, c'est surtout ça, ce qui est évidemment un mécanisme qui est habituel avec la maison 12, j'en parle dans la vidéo correspondante, mais donc pour Uranus, ce que ça peut indiquer, c'est que c'est une personne qui laisse vraiment dans son inconscient la partie d'elle qui est, disons, hors norme, la partie d'elle qui a envie de sortir des sentiers battus, qui veut se montrer originale et bouleverser aussi le statu quo, qui veut créer son propre chemin, qui veut penser d'une manière vraiment indépendante, voire rebelle. Et donc on peut voir des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont laissé endormie cette partie d'elles ou l'ont vraiment reléguée loin derrière. Or, si on est dans ce cas de figure-là, de toute façon, Uranus s'exprime quand même chez ces personnes, mais donc ça peut se manifester dans un psychisme qui est très agité, qui a vraiment du mal à se reposer en fait. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne le sommeil, qui est indiqué par la maison 12, ce sont des personnes qui peuvent justement se sentir très peu en paix et très peu stables en fait dans leur sommeil. Donc par exemple elles peuvent avoir des cauchemars ou alors quand elles se retrouvent seules dans le silence, avoir des insomnies aussi c'est possible, mais elles peuvent avoir justement la sensation qu'elle devrait en quelque sorte bouger ou qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui veut bouger, qui veut changer, mais qui a une difficulté à l'actualiser. Et d'ailleurs aussi pour les personnes qui ont plus mis en lumière ou qui ressentent plus en tout cas Uranus dans leur maison 12 et ce que ça représente, il peut quand même y avoir cette difficulté à avoir du repos, sauf qu'en fait, puisque ces personnes auront pris conscience de leur volonté d'agir différemment, de penser différemment, de modifier les consciences, eh bien, a priori, elles vont justement pouvoir l'actualiser, pouvoir agir pour que cette partie d'elles ne reste pas que imaginaire ou que une partie de leur psychisme, mais qui, comme je l'ai dit, qui n'est pas actualisée. Alors il y a aussi quelque chose de très humanitaire, je trouve, avec Uranus dans la maison 12. Évidemment, pas toujours, il faut voir le reste du thème, mais puisqu'on a là une planète générationnelle qui est justement tournée vers l'innovation, vers le progrès de l'humanité, le fait d'évoluer, disons, en tant qu'espèce, je ne sais pas trop comment le formuler, et bien quand on ajoute ça à la maison 12 qui elle-même est en lien avec le tout, avec même plus que l'humanité, eh bien disons qu'on atteint là, j'ai l'impression en tout cas, une sensibilité forte justement à l'humanité, à l'évolution des consciences en fait, ou à, je dirais, l'évolution de la vie. Il peut y avoir quelque chose d'assez scientifique aussi avec la planète Uranus, mais disons que sa position dans la maison 12 amène une dimension, disons, spirituelle originale. C'est des personnes qui peuvent percevoir la conscience ou l'être humain d'une façon qui est assez différente, qui est plutôt géniale dans un sens de génie, donc vraiment qui sort de l'ordinaire, qui amène quelque chose de nouveau. Et justement, puisque Uranus montre aussi le fait d'avoir par moments des idées, surtout en général, qui semblent venir de nulle part, un peu comme un éclair qui nous tomberait dessus, et bien quand c'est dans la maison 12, qui a un côté assez psychique et disons connecté à quelque chose qui dépasse juste l'individu, et bien ce sont des personnes qui, je pense, peuvent avoir aussi des moments où elles ont une sorte d'illumination, toujours en lien avec les thèmes que j'ai mentionnés précédemment.
Et voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sur vos questions astrologiques. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas, si vous avez de nouvelles questions, de les laisser en commentaire de la vidéo. Et alors si vous aimez mes vidéos concernant l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Et puis pour soutenir mon travail aussi. Et d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!